Et si vous pouviez prévoir les obstacles avant qu'ils ne se présentent? Imaginez un instant la puissance qu'il y aurait à anticiper les coups de la vie comme un grand maître d'échecs anticipe ceux de son adversaire. Chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous franchissez, ne serait plus une réaction précipitée aux événements, mais le fruit d'un plan mûrement réfléchi. C'est précisément là que réside l'essence de la pensée stratégique, la capacité de voir au-delà de l'immédiat, de tracer une route claire dans l'incertitude et de transformer le chaos en opportunité. La pensée stratégique n'est pas seulement un concept abstrait réservé aux généraux, aux chefs d'entreprise ou aux grands décideurs politiques. C'est une compétence humaine universelle que chacun d'entre nous peut cultiver pour mieux naviguer dans un monde en perpétuel changement. Car le monde d'aujourd'hui, avec ses crises économiques, ses bouleversements technologiques, ses défis professionnels et personnels, exige bien plus que de simples réactions impulsives. Il demande une vision, une clarté et surtout une capacité à anticiper. Celui qui maîtrise l'art de penser stratégiquement cesse d'être une victime des circonstances. Il devient l'architecte de son propre destin. Ce livre, intitulé « L'art de la pensée stratégique », Comment surpasser tous les défis, se veut un véritable guide moderne. Il s'inspire de disciplines aussi variées que les échecs, où chaque mouvement est calculé, la stratégie militaire, où chaque victoire dépend d'une préparation minutieuse, la psychologie, qui nous enseigne les mécanismes de la décision et de la persuasion, et enfin le leadership, où la vision et la capacité d'influencer deviennent des armes redoutables. Loin des théories abstraites, ce guide propose des outils pratiques, concrets, immédiatement applicables à votre vie quotidienne. Vous y trouverez des modèles mentaux puissants, des méthodes de prise de décision claires et des exemples inspirants qui vous permettront de renforcer votre résilience et d'augmenter votre efficacité. Dans ces pages, l'idée centrale est simple. Au lieu de subir les événements, vous apprendrez à les façonner. Au lieu de gaspiller votre énergie à éteindre des feux imprévus, vous apprendrez à les prévenir avant même qu'ils n'éclatent. Et là se trouve la promesse de cet ouvrage. Vous allez découvrir une nouvelle façon de penser, une manière d'aborder vos projets, vos défis et vos relations qui vous donnera toujours un coup d'avance. Ce voyage intellectuel n'est pas réservé aux dirigeants d'entreprise ou aux stratèges militaires. Il s'adresse à vous, étudiants cherchant à optimiser ses choix, entrepreneurs désirant anticiper les fluctuations du marché, créatifs voulant donner une direction claire à ses idées, ou simplement individus souhaitant reprendre le contrôle sur sa vie. Car au fond, nous sommes tous confrontés aux mêmes questions. Comment gérer l'incertitude? Comment faire face aux imprévus sans être déstabilisé? Comment transformer les obstacles en tremplin plutôt qu'en frein? Vous êtes sur le point de plonger dans un univers où chaque principe est une clé, où chaque concept est une arme mentale, et où chaque exemple est une invitation à agir différemment. Ce résumé va vous transmettre non seulement des connaissances, mais surtout une philosophie de vie, celle de la stratégie consciente. Préparez-vous à apprendre comment anticiper, décider avec lucidité et transformer chaque défi en opportunité. Comprendre la pensée stratégique. La pensée stratégique est l'un de ces concepts qui, à première vue, semble réservé aux élites, aux généraux et aux grands capitaines d'industrie. Pourtant, elle touche à une faculté universelle que chacun peut développer, la capacité de réfléchir au-delà de l'instant présent, de voir plus loin que la simple action immédiate et de concevoir ses choix comme des éléments d'un grand échiquier où chaque mouvement prépare l'avenir. Comprendre la pensée stratégique, c'est donc entrer dans un mode de vie où la réaction cède sa place à l'anticipation et où l'instinct est enrichi par la réflexion consciente et méthodique. La première étape pour saisir l'essence de la pensée stratégique est de la définir clairement. Elle ne se résume pas à avoir un plan, car un plan peut rester rigide, enfermé dans une suite d'étapes prédéterminées qui ne tiennent pas compte de la réalité changeante. La pensée stratégique est beaucoup plus vivante, beaucoup plus souple. Elle consiste à observer son environnement, à identifier les schémas qui s'y dessinent, à anticiper les obstacles probables et à imaginer plusieurs réponses possibles, de manière à rester maître du jeu quelles que soient les circonstances.
Penser stratégiquement, c'est donc accepter que le monde soit incertain, mais refuser d'être une proie passive des imprévus. C'est se préparer, non pas à une seule voie, mais à plusieurs scénarios, afin de toujours garder une longueur d'avance. Cette différence est fondamentale entre la simple réaction et l'anticipation. La réaction est le domaine de l'urgence. Lorsqu'un problème survient, celui qui vit dans le mode réactif n'a pas d'autre choix que de répondre avec ce qu'il a sous la main, souvent en se laissant guider par ses émotions. La peur, la colère, l'orgueil ou la panique dictent alors ses décisions. Ces choix improvisés, pris dans la précipitation, sont rarement optimaux et peuvent même aggraver la situation. En revanche, l'anticipation permet d'éviter cette prison de l'instant. L'anticipateur, lui, a déjà réfléchi à des possibilités, envisagé des obstacles, préparé ses ressources. Ainsi, lorsque la difficulté se présente, il n'est pas pris au dépourvu. Sa décision n'est pas une réaction désordonnée, mais une action choisie, alignée avec une vision plus large. Prenons l'exemple des échecs, l'un des terrains les plus féconds pour comprendre la pensée stratégique. Le joueur médiocre avance sa pièce selon l'instinct du moment, cherchant seulement à répondre au dernier mouvement de son adversaire. Il est en permanence en retard d'un coup, parfois deux. Le joueur stratégique, au contraire, ne voit pas seulement le présent de l'échiquier. Il visualise plusieurs coups d'avance, imagine les contre-attaques possibles, construit un plan à long terme. Ainsi, même lorsque l'adversaire surprend, il n'est jamais totalement désarmé. Cette différence illustre parfaitement la supériorité de l'anticipation sur la réaction. Mais la pensée stratégique ne se limite pas au jeu, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Dans une carrière professionnelle, celui qui pense stratégiquement ne se contente pas de courir derrière les opportunités immédiates. Il construit une trajectoire, cultive ses compétences, choisit ses relations et ses projets en fonction de la vision qu'il a de lui-même dans 5, 10 ou 20 ans. Dans la gestion financière, celui qui pense stratégiquement ne se laisse pas emporter par les impulsions de la consommation, mais construit une discipline, épargne, investit et prépare des leviers pour demain. Dans la vie personnelle, la pensée stratégique se manifeste par la capacité à construire des relations solides, à éviter les conflits inutiles et à favoriser un environnement propice à la croissance. Les grands principes fondateurs de la pensée stratégique sont au nombre de 3, la vision à long terme, la lecture des schémas et la prise de recul. La vision à long terme est la boussole intérieure. Elle permet d'aller au-delà de la gratification immédiate, de supporter l'effort présent pour récolter les fruits demain. Celui qui se fixe une vision claire ne se laisse pas séduire par les mirages éphémères. Il comprend que chaque choix du présent doit s'inscrire dans une ligne directrice plus vaste. Sans vision à long terme, la pensée stratégique devient impossible, car l'anticipation n'a de sens que si elle est orientée vers une finalité. La lecture des schémas, quant à elle, consiste à observer la réalité, non pas comme une succession d'événements isolés, mais comme un enchaînement structuré, porteur de répétitions et de cycles. Dans le monde des affaires, dans la politique, dans les relations humaines, il existe toujours des dynamiques récurrentes. Celui qui sait les lire peut prévoir le déroulement des choses avec une précision surprenante. Lire les schémas, c'est voir ce que la majorité ne voit pas, c'est comprendre la logique derrière les apparences. Enfin, la prise de recul est le 3e pilier. Elle implique la capacité de ne pas se laisser absorber par l'émotion ou l'urgence. C'est l'art de se placer au-dessus de la mêlée, d'observer la situation dans sa globalité avant d'agir. La prise de recul permet de ne pas confondre l'arbre et la forêt, de ne pas gaspiller son énergie dans des détails insignifiants alors que l'essentiel se joue ailleurs. C'est cette distance mentale qui transforme l'individu en stratège. Comprendre la pensée stratégique, c'est donc entrer dans un état d'esprit où chaque action devient consciente, où chaque choix est relié à un horizon plus vaste. C'est aussi reconnaître que le hasard n'a pas autant de pouvoir qu'on le croit. Bien sûr, tout ne peut pas être prévu. Mais entre celui qui subit l'imprévisible et celui qui s'y prépare, la différence est immense. L'un se noie dans la tempête,
L'autre utilise le vent pour avancer plus vite. L'histoire regorge d'exemples qui montrent la puissance de la pensée stratégique. Les grands explorateurs qui ont ouvert de nouvelles routes maritimes n'ont pas simplement pris la mer au hasard, ils ont étudié les vents, les courants, les étoiles, anticipé les risques et prévu des solutions de secours. Les leaders politiques qui ont transformé leur nation ne l'ont pas fait par des improvisations hasardeuses, mais par des visions claires, soutenues par une planification patiente. Même dans le quotidien des anonymes, la pensée stratégique fait la différence. Un étudiant qui choisit ses études avec un objectif clair, un travailleur qui se forme avant que son métier ne soit dépassé, un parent qui prépare l'éducation de ses enfants avec cohérence, tous appliquent les mêmes principes. Au fond, la pensée stratégique n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité vitale dans un monde où l'incertitude est la seule certitude. Elle nous invite à voir plus loin que nos émotions immédiates, à penser en termes de scénarios, à nous préparer au possible plutôt qu'à réagir aux faits accomplis. Celui qui la comprend et la pratique entre dans une autre dimension. Il cesse d'être le jouet des circonstances et devient le sculpteur de sa destinée. Les fondements de la stratégie. La stratégie, dans son essence la plus pure, repose sur des fondations solides qui ne changent pas, quelle que soit l'époque, le domaine ou la situation. Qu'il s'agisse de diriger une armée, de bâtir une entreprise, de gérer une carrière ou même de trouver son chemin dans la vie personnelle, les principes de la stratégie demeurent universels. Pour comprendre ces fondements, il faut revenir à 3 piliers majeurs: l'anticipation, la capacité à reconnaître les schémas récurrents et l'art de se donner une vision à long terme. Sans eux, la pensée stratégique devient une coquille vide, un simple mot à la mode. Avec eux, elle se transforme en une arme puissante, capable de changer le destin de celui qui la pratique. Le premier fondement est l'anticipation. Anticiper, ce n'est pas deviner l'avenir comme un devin, ni prétendre contrôler toutes les variables d'un monde complexe. Anticiper, c'est accepter que le futur est incertain, mais refuser d'y entrer les mains vides. Celui qui anticipe observe le présent avec lucidité, cherche les signaux faibles, déduit les tendances et prépare plusieurs réponses possibles. L'anticipation n'est pas une certitude, c'est une préparation. Elle donne une avance décisive, car dans le moment où les autres sont encore sous le choc d'un événement, celui qui a anticipé agit déjà. Prenons un exemple simple, un entrepreneur qui lance une entreprise dans un marché compétitif. Celui qui vit dans l'instant va se concentrer uniquement sur les ventes immédiates, sans réfléchir aux évolutions de la technologie, aux besoins changeants des clients ou aux lois susceptibles de bouleverser son secteur. À la première crise, il sera pris au dépourvu. Celui qui anticipe, au contraire, se demande toujours « Que pourrait-il se passer dans 1 an, dans 5 ans ? Quels obstacles pourraient en surgir ? Quelles nouvelles opportunités pourraient apparaître ?» Il ne vit pas dans la peur de l'imprévu, mais dans la préparation de l'imprévisible. Cette posture seule fait de lui un stratège. L'anticipation est d'autant plus essentielle qu'elle libère l'esprit de l'urgence. Lorsqu'on a déjà envisagé les scénarios possibles, on ne se laisse pas paralyser par la surprise. La peur perd son pouvoir, car l'esprit est prêt. Bien sûr, personne ne peut tout prévoir, mais celui qui cultive l'anticipation se donne des marges de manœuvre que les autres n'ont pas. Dans une bataille, ce sont ces marges qui séparent la victoire de la défaite. Dans la vie, ce sont elles qui distinguent ceux qui avancent malgré les tempêtes de ceux qui se brisent au premier vent contraire. Le deuxième fondement de la stratégie est la capacité à détecter les schémas, ces répétitions qui se cachent dans la vie, comme sur un échiquier. Les événements semblent parfois surgir de manière chaotique, mais un regard attentif révèle des structures, des cycles, des logiques. Les stratèges de l'histoire ont toujours eu ce talent particulier. Voir ce que les autres ne voient pas, lire dans le présent les indices du futur. L'analogie avec les échecs est particulièrement éclairante. Un joueur débutant voit l'échiquier comme une série de coups isolés. Chaque mouvement est une réaction à l'instant. Un joueur avancé, en revanche, reconnaît des patterns. Il sait qu'une ouverture particulière mène souvent à une configuration précise. Il repère les répétitions dans le jeu de son adversaire et peut prévoir ses intentions.
Cette lecture des schémas fait toute la différence, car elle permet d'aller au-delà du présent immédiat et d'entrer dans la logique de l'autre. Dans la vie quotidienne, les schémas existent partout. Les marchés économiques suivent des cycles, les comportements humains révèlent des répétitions, les crises suivent souvent des dynamiques similaires. Celui qui sait observer avec patience et mémoire voit ces motifs apparaître et peut s'y adapter. Prenons l'exemple de l'histoire économique. Les périodes de prospérité excessive sont presque toujours suivies de crises de correction. Ceux qui ont vu ces cycles ont pu protéger leurs ressources, voire profiter des opportunités pendant que d'autres perdaient tout. Lire les schémas, c'est transformer le chaos apparent en une carte qui révèle des chemins cachés. La reconnaissance des schémas exige de la discipline. Elle demande d'apprendre de l'expérience, de garder une mémoire des événements passés, d'accepter que l'histoire ne se répète pas toujours à l'identique, mais qu'elle rime souvent. Elle demande aussi une curiosité constante, observer les gens, les marchés, les relations, les institutions, toujours chercher à relier les points. Celui qui cultive cet art finit par voir ce que d'autres appellent intuition. Mais ce n'est pas de la magie, c'est l'accumulation de milliers d'observations qui forgent une vision claire. Le troisième fondement, sans doute le plus puissant, est la vision à long terme. Là réside la véritable différence entre une existence subie et une vie guidée. La vision à long terme, c'est l'art de se projeter au-delà de l'instant, d'imaginer un horizon qui inspire et oriente chaque choix du présent. Sans vision, l'anticipation devient un exercice stérile et la lecture des schémas un jeu intellectuel sans but. La vision donne une direction, une cohérence, une raison d'être. Avoir une vision à long terme ne signifie pas tout planifier dans les moindres détails. Cela signifie tracer une orientation, un cap. Comme un navigateur qui vise une étoile pour garder sa route, la vision sert de guide même lorsque les vents changent. Elle aide à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à décider non pas en fonction de la facilité immédiate, mais en fonction de la destination finale. Dans la vie personnelle, la vision peut être de devenir un individu libre et accompli, capable de contribuer à sa communauté. Dans la carrière, elle peut être de bâtir une expertise rare, de créer une entreprise ou de laisser une trace durable. Dans les relations, elle peut être de construire une famille solide ou de transmettre des valeurs à la génération suivante. Peu importe sa forme, la vision à long terme transforme chaque décision en une étape de ce voyage. L'absence de vision condamne à errer. Celui qui ne sait pas où il va devient la proie des urgences et des pressions extérieures. Il change de direction au gré des modes, des peurs ou des envies. Chaque obstacle devient une montagne insurmontable, car il ne s'inscrit pas dans une trajectoire plus large. La vision, au contraire, donne une force inépuisable. Même les échecs deviennent supportables, car ils ne sont que des détours sur un chemin plus vaste. Même les sacrifices prennent un sens, car ils s'inscrivent dans une construction. Lorsque l'on unit ces trois fondements, l'anticipation, la lecture des schémas et la vision à long terme, on entre dans l'univers authentique de la stratégie. L'anticipation prépare l'esprit aux surprises, la lecture des schémas éclaire la route et la vision trace la destination. Ensemble, ils forment une armature mentale qui rend l'individu presque invincible face aux aléas. Le stratège est donc celui qui vit différemment du reste du monde. Alors que la majorité se laisse happer par l'instant, il prend le temps de se préparer. Alors que beaucoup voient le chaos, il perçoit des structures. Alors que d'autres se laissent dériver sans but, il avance vers son étoile intérieure. Cette posture ne se construit pas en un jour, mais elle se cultive par des exercices quotidiens. Se poser les bonnes questions, observer avec attention, relier les événements au lieu de les subir, définir et redéfinir sa vision personnelle. Il est fascinant de constater que ces fondements se retrouvent dans toutes les grandes réussites humaines. Les chefs militaires de l'Antiquité qui ont marqué l'histoire ne gagnaient pas seulement grâce à la force brute de leurs armées, mais grâce à leur anticipation des mouvements adverses, leur lecture des schémas de guerre et leur vision politique. Les entrepreneurs visionnaires qui ont changé l'économie moderne ont su détecter des tendances que personne d'autre ne voyait et ont investi avec un temps d'avance. Les penseurs et philosophes eux-mêmes, dans leur quête de vérité,
n'ont fait qu'appliquer cette logique, anticiper les questions, reconnaître les motifs de l'existence et tracer une vision qui dépasse leur propre vie. En définitive, comprendre les fondements de la stratégie, c'est accepter que la vie est une partie qui se joue avec intelligence plutôt qu'avec instinct seul. C'est reconnaître que l'avenir n'appartient pas à ceux qui réagissent, mais à ceux qui se préparent. C'est comprendre que le monde n'est pas un chaos impénétrable, mais un livre de motifs qu'il faut apprendre à lire. Et surtout, c'est se donner une étoile à suivre, une vision qui élève chaque action et transforme l'existence en une œuvre cohérente. Développer la pensée critique. La pensée critique est l'outil invisible mais fondamental qui soutient toute véritable démarche stratégique. On pourrait croire que la stratégie n'est qu'une question de planification, de vision et d'anticipation, mais sans un esprit capable de discerner la vérité des illusions, de filtrer le réel à travers une analyse lucide, tous ces efforts ne deviennent que des châteaux de sable construits sur des croyances fragiles. C'est pourquoi, depuis les philosophes antiques jusqu'aux stratèges modernes, la pensée critique a toujours été considérée comme le cœur battant de l'intelligence stratégique. Elle ne consiste pas simplement à douter ou à critiquer, mais à cultiver une discipline de l'esprit qui refuse de se laisser aveugler par les apparences, les biais personnels ou les manipulations extérieures. Pourquoi est-elle aussi centrale ? Parce que le monde dans lequel nous vivons est saturé de signaux contradictoires, d'opinions bruyantes, de fausses informations et d'émotions collectives qui déforment la réalité. Si l'on se contente d'observer la surface des choses, on se laisse rapidement entraîner dans des directions erronées. L'histoire est remplie de chefs, de dirigeants et de penseurs qui ont échoué non pas faute d'intelligence, mais faute de lucidité. Ils ont confondu leurs désirs avec la réalité, se sont laissés séduire par des conseillers flatteurs ou ont refusé de remettre en question leurs propres certitudes. La pensée critique, elle, nous apprend à poser les bonnes questions, à confronter nos idées, à chercher des preuves solides et à accepter l'inconfort de la vérité même lorsqu'elle contredit nos préférences. La première étape de la pensée critique consiste à reconnaître l'existence des biais cognitifs. L'être humain n'est pas une machine rationnelle. Il est traversé par des raccourcis mentaux qui lui permettent d'agir rapidement, mais qui l'induisent souvent en erreur. L'illusion de confirmation, par exemple, nous pousse à ne retenir que les informations qui confortent nos croyances et à ignorer celles qui les contredisent. Le biais de disponibilité nous fait surestimer l'importance de ce qui est le plus récent ou le plus marquant dans notre mémoire. Le biais d'autorité nous amène à accorder plus de poids aux paroles de ceux qui semblent puissants ou experts, même lorsque leurs propos sont fragiles. Ces mécanismes agissent en permanence et colorent notre perception du monde. Si nous n'en avons pas conscience, ils deviennent des chaînes invisibles qui nous maintiennent dans une vision limitée et dangereuse. Développer la pensée critique, c'est donc commencer par ce travail intérieur. Accepter que notre esprit nous trompe, que notre première impression n'est pas toujours la bonne, que notre certitude est parfois une illusion. Cette humilité intellectuelle est le premier pas vers une stratégie lucide. Le stratège ne peut se permettre de bâtir ses plans sur des fondations fragiles. Il doit apprendre à regarder ses propres idées comme des hypothèses à tester, et non comme des dogmes à défendre. Une autre dimension essentielle de la pensée critique est l'art de questionner. Questionner, c'est ouvrir une brèche dans la réalité apparente. Pourquoi cette information m'est-elle présentée de cette manière? D'où vient-elle? Quelles sont les motivations de la source? Quels intérêts sont en jeu? Et surtout, quelle preuve concrète la soutient? Celui qui s'habitue à poser ces questions développe un regard perçant qui perce le voile des apparences. Il ne se laisse pas manipuler par les discours séduisants ou les émotions collectives. Il devient capable de distinguer la vérité, même lorsque celle-ci est inconfortable ou minoritaire. Prenons un exemple dans la vie quotidienne. Un investisseur qui entend parler d'une opportunité exceptionnelle dans un nouveau marché. L'émotion collective, l'enthousiasme des foules et les discours des médias le poussent à se précipiter. Sans pensée critique, il cède à la vague et risque de tout perdre. Avec la pensée critique, il prend du recul, analyse les sources
étudie les données réelles et évalue les risques avec froideur. Il se demande non pas ce qu'il a envie de croire, mais ce que les faits démontrent réellement. Cette discipline intérieure fait de lui un stratège, là où d'autres se laissent porter par l'illusion. La pensée critique ne se limite pas à l'analyse des informations extérieures, elle s'applique aussi à soi-même. L'un des plus grands dangers pour un stratège, c'est de se laisser piéger par son ego. Le désir d'avoir raison, la peur de reconnaître une erreur, l'attachement à une idée que l'on a défendue publiquement, tout cela peut nous empêcher de voir la réalité. La pensée critique exige le courage de dire « je me suis trompé », le courage de réviser ses positions, le courage d'écouter même ceux qui nous contredisent. Elle n'est pas confortable, car elle détruit nos illusions, mais elle est libératrice, car elle nous rapproche de la vérité. Il existe des méthodes pratiques pour entraîner cet esprit critique. La première est l'habitude de diversifier ses sources d'informations. Lire seulement ce qui confirme nos opinions nous enferme dans une bulle. Aller chercher des points de vue opposés, écouter des arguments contraires, confronter différentes perspectives permet de se libérer de cette prison invisible. Le stratège doit être curieux, ouvert et attentif, sans jamais se laisser séduire par la facilité du conformisme. Une autre méthode est de pratiquer l'art de la lenteur dans la réflexion. Dans un monde qui pousse à réagir instantanément, la pensée critique demande de suspendre son jugement. Avant de croire, de décider ou d'agir, il faut prendre le temps de vérifier, de comparer, de réfléchir. Cette discipline protège des erreurs irréparables. Elle n'empêche pas l'action, mais elle la rend plus sûre. Les grands stratèges de l'histoire ont toujours été capables de cette patience. Observer longuement avant de frapper vite et juste. La pensée critique s'exerce aussi par des techniques simples, comme le questionnement systématique de ses propres idées. On peut se demander « Quelle preuve ai-je réellement ? Et si je me trompais, quelles seraient les conséquences ? Quelles autres explications pourraient exister ?» En cultivant cette habitude, on réduit le risque d'être prisonnier de ses illusions. L'un des aspects les plus fascinants de la pensée critique est qu'elle ne détruit pas l'intuition, mais au contraire la renforce. Beaucoup croient que pensée critique et intuition s'opposent. En réalité, elles se complètent. L'intuition est cette perception rapide qui naît de l'expérience accumulée. Mais sans pensée critique, elle peut être faussée par nos biais. Avec elle, l'intuition devient plus fine, plus juste, car elle s'appuie sur un esprit entraîné à distinguer l'essentiel du superflu. La pensée critique est aussi une arme contre les manipulations. Dans un monde saturé de propagande, de publicité et de discours séduisants, celui qui n'a pas développé cette faculté devient la proie des autres. Il se laisse guider par les émotions collectives, par les slogans, par les images soigneusement construites. Celui qui pense de manière critique, au contraire, voit derrière le rideau. Il perçoit les intentions cachées, les intérêts dissimulés. Cette lucidité le rend plus libre, car il ne se laisse pas dominer par des forces extérieures. La lucidité n'est cependant pas synonyme de cynisme. Développer la pensée critique ne veut pas dire rejeter tout, ni vivre dans la méfiance constante. Cela signifie seulement choisir avec discernement, croire avec prudence, agir avec conscience. Le stratège n'est pas un sceptique paralysé, mais un chercheur de vérité qui utilise sa raison comme une lumière dans la nuit. En définitive, la pensée critique est ce qui protège la stratégie contre les illusions. Elle est ce filtre invisible qui sépare les plans solides des châteaux de sable. Elle est ce miroir intérieur qui oblige à se confronter à ses propres limites. Elle est ce garde-fou qui empêche de se laisser emporter par les émotions ou par les foules. Elle demande du courage, car elle oblige à voir ce que l'on préférerait ignorer. Mais elle donne en échange une puissance inestimable, celle d'agir avec clarté dans un monde troublé. Développer cette pensée est un travail de toute une vie. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais une discipline accessible à chacun. Il suffit de commencer par reconnaître ses biais, par cultiver la curiosité, par poser des questions et par accepter la lenteur de la réflexion. Peu à peu, l'esprit s'aiguise. Peu à peu, les illusions se dissipent.
Peu à peu, la stratégie devient une seconde nature, parce qu'elle repose non pas sur des croyances fragiles, mais sur une perception lucide du réel. Ainsi, la pensée critique n'est pas seulement un outil intellectuel, elle est une manière de vivre. Elle transforme la façon dont on lit un journal, dont on écoute une conversation, dont on prend une décision. Elle donne une clarté rare dans un monde d'ombre, et elle fait de celui qui la cultive non pas seulement un bon stratège, mais un être plus libre, plus conscient, plus solide. Voilà pourquoi elle est le cœur battant de toute véritable stratégie. Prendre des décisions stratégiques. Prendre une décision est l'un des actes les plus naturels de la vie humaine, et pourtant, c'est aussi l'un des plus lourds de conséquences. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, certains banals et d'autres capables de redéfinir notre avenir. Acheter ou ne pas acheter, dire oui ou non, avancer ou reculer, changer de voie ou persister dans une direction. Dans ce flux constant de décisions, ce qui différencie la stratégie de la simple réaction, c'est la capacité à décider non seulement en fonction de l'instant, mais aussi en fonction du temps long, de l'avenir qui s'étend devant nous. Décider stratégiquement, c'est comprendre que chaque choix est une pierre posée sur le chemin que nous construisons et que ce chemin doit mener vers une destination claire. La première clé de la décision stratégique, c'est la lucidité face à la vitesse. Dans un monde où tout s'accélère, nous croyons parfois que décider rapidement est synonyme d'efficacité. Pourtant, la vitesse seule peut être une illusion de maîtrise. Décider vite, oui, mais décider vite avec clarté. Cela signifie que la rapidité ne doit jamais sacrifier la profondeur de la réflexion. Les grands stratèges, qu'ils soient chefs militaires, entrepreneurs ou penseurs, savent manier ce paradoxe. Agir vite, mais penser long. La clarté dans la décision ne vient pas d'une impulsion, mais d'une préparation mentale qui permet, au moment critique, de trancher sans hésitation. Cette clarté repose sur la gestion des risques, car toute décision est un pari. Il n'existe pas de certitude absolue dans la vie, seulement des degrés de probabilité. Décider stratégiquement, c'est évaluer les conséquences possibles, non pour fuir le risque, mais pour le maîtriser. Un joueur d'échecs ne peut pas prévoir chaque coup de son adversaire, mais il peut anticiper les scénarios les plus probables et s'y préparer. De même, un entrepreneur ne peut pas garantir que son projet réussira, mais il peut réduire les chances d'échec en calculant les implications financières, humaines et temporelles de ses choix. Le véritable stratège ne cherche pas à éliminer le risque, mais à s'assurer que le risque qu'il prend vaut la récompense qu'il espère. La gestion des conséquences est donc indissociable de la décision stratégique. Chaque choix génère un effet domino, parfois visible immédiatement, parfois révélé seulement après des années. C'est pourquoi décider stratégiquement demande d'imaginer ces dominos invisibles. Quelle sera la conséquence de ce choix demain, et après-demain, et dans 5 ans? Bien des erreurs viennent du fait que l'on ne voit que la première conséquence, la plus évidente, et que l'on néglige les suivantes, plus subtiles, mais souvent plus déterminantes. Les anciens stratèges chinois disaient « Le vrai général gagne avant de combattre, parce qu'il a déjà envisagé toutes les suites de ses actes. » En d'autres termes, la stratégie n'est pas dans le geste, mais dans la prévoyance. Une autre dimension essentielle à saisir est la différence entre la décision tactique et la décision stratégique. La décision tactique appartient au court terme. Elle répond à une situation immédiate, à un problème ponctuel. Elle est nécessaire, mais limitée. En revanche, la décision stratégique regarde au-delà du moment présent. Elle peut sembler coûteuse aujourd'hui, mais elle porte des fruits demain. Par exemple, une entreprise peut décider tactiquement de baisser ses prix pour attirer des clients à court terme, mais stratégiquement, elle choisira plutôt d'investir dans la qualité ou l'innovation afin de bâtir une réputation durable. De même, dans la vie personnelle, on peut choisir tactiquement de céder à une tentation ou à une facilité, mais stratégiquement, l'on choisira la discipline et l'effort, car on sait que ces choix construisent l'avenir que l'on désire. Ce qui rend la décision stratégique difficile, c'est qu'elle demande une forme de renoncement. Décider, c'est fermer des portes. Dans un monde où l'on voudrait tout avoir, tout vivre, tout expérimenter, cela peut sembler insupportable.
Mais le stratège sait que la force vient justement de cette capacité à dire non. Dire non à ce qui détourne du but. Dire non à l'immédiateté qui sabote le long terme. Dire non à ce qui paraît séduisant aujourd'hui, mais qui compromet l'avenir. Chaque non ouvre la voie à un oui plus puissant, celui qui est en accord avec la vision que l'on poursuit. Il faut également comprendre que la décision stratégique n'est pas une action isolée, mais un processus. Elle se nourrit de préparation, d'observation et de réflexion en amont. Un général ne prend pas sa décision au moment où la bataille commence. Il l'a déjà pensée avant, en analysant le terrain, les forces et les faiblesses de l'ennemi, le moral de ses troupes. Un artiste ne choisit pas son style au hasard du pinceau. Il a longuement expérimenté, observé et ressenti avant de poser le geste décisif. De la même manière, dans nos vies, les meilleures décisions ne naissent pas d'une improvisation, mais d'une préparation discrète et continue. Mais la lucidité seule ne suffit pas. Le stratège doit aussi accepter l'incertitude. Car même la meilleure décision comporte une part d'inconnu. Ceux qui attendent d'avoir toutes les garanties avant de trancher restent paralysés. L'art de décider stratégiquement, c'est d'accepter que l'inconnu fasse partie du jeu, tout en s'assurant que l'on est assez solide pour en affronter les conséquences. Cela demande du courage, car décider, c'est toujours assumer la possibilité de se tromper. Mais c'est aussi préférer l'erreur active à l'inaction paralysante. Dans ce sens, les grands stratèges de l'histoire ne sont pas ceux qui ont toujours eu raison, mais ceux qui ont su rebondir quand leurs décisions se sont révélées imparfaites. Ce n'est pas l'absence d'erreurs qui forge un stratège, mais la capacité à transformer ses erreurs en apprentissage, à recalibrer sa vision, à ajuster ses choix futurs. L'échec d'une décision ne signifie pas la fin de la stratégie, mais simplement une réorientation. Ainsi, chaque choix, réussi ou raté, devient une marche vers plus de lucidité. Enfin, il faut rappeler que la décision stratégique ne s'applique pas seulement aux grandes batailles de la vie. Elle se loge dans les détails, dans les petits gestes du quotidien. Choisir de lire plutôt que de scroller, choisir d'investir du temps dans une compétence plutôt que de le gaspiller, choisir la patience plutôt que la précipitation. Ce sont ces petites décisions stratégiques, répétées jour après jour, qui finissent par redessiner une vie entière. Les choix quotidiens sont comme des graines invisibles que l'on sème. Demain, elles deviennent une forêt que l'on devra habiter. Prendre des décisions stratégiques, c'est donc un art qui unit la rapidité et la profondeur, le calcul et le courage, la lucidité et l'incertitude. C'est un art qui exige de voir au-delà de l'instant pour embrasser l'horizon. C'est un art qui nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des spectateurs des événements, mais les architectes de notre destin. Chaque décision, aussi petite soit-elle, est une pierre posée sur le chemin que nous bâtissons. Et c'est en choisissant avec clarté, courage et vision que ce chemin devient une œuvre stratégique, une trajectoire consciente, une victoire sur l'imprévisible. Passer de la réflexion à l'action. Réfléchir est une étape nécessaire, mais agir est la seule véritable preuve de stratégie. La pensée stratégique n'a de valeur que lorsqu'elle descend du royaume des idées pour s'incarner dans le concret, dans les gestes, dans la réalité vécue. Pourtant, beaucoup se perdent dans la préparation, dans les rêves bien dessinés, dans les plans soigneusement élaborés, sans jamais franchir le seuil qui mène à l'action. On appelle cela la procrastination, mais en vérité, il s'agit souvent d'une peur maquillée, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur de ses propres ambitions. Passer de la réflexion à l'action, c'est précisément apprendre à traverser ce seuil, à dompter la peur et à transformer la vision en mouvement. Le paradoxe de l'action est que la plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Le problème n'est pas l'ignorance, mais le passage à l'acte. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, de méthodes et de conseils, mais cette abondance nourrit parfois l'illusion du progrès. Lire un livre sur la stratégie, écouter un podcast sur la discipline ou dessiner un plan détaillé peut donner l'impression d'avancer, alors qu'en réalité, rien n'a changé tant que l'on n'a pas posé une seule action concrète. Le stratège, lui, comprend que l'information n'est qu'un outil et que la vraie bataille se gagne dans l'exécution.
Exécuter sans procrastiner demande d'abord un changement de regard sur l'action elle-même. Beaucoup attendent que toutes les conditions soient réunies, que la peur disparaisse, que la confiance se manifeste d'elle-même. Mais cette attente est un piège. Ni les conditions parfaites, ni l'absence de peur, ni la confiance spontanée n'existent. La confiance se forge dans l'action, et non avant elle. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Chaque fois que l'on agit, même par un petit geste, la peur diminue et la confiance grandit. C'est ainsi que l'exécution se nourrit d'elle-même, qu'elle devient un cercle vertueux où l'action appelle l'action. Passer de la réflexion à l'action exige aussi de comprendre que les plans les plus brillants n'ont aucun poids s'ils ne sont pas traduits en tâches claires, mesurables et réalisables. Un objectif vague comme « devenir meilleur » ou « réussir dans la vie » est une promesse vide, une réflexion sans ancrage. La véritable stratégie découpe les grandes visions en petites étapes concrètes. Vouloir construire une cathédrale commence par poser une première pierre. Vouloir écrire un livre commence par écrire une première page. Vouloir transformer sa vie commence par changer une habitude aujourd'hui. L'action stratégique se mesure dans le concret, dans la capacité à traduire l'intention en gestes simples, exécutés jour après jour. Ce qui distingue les stratèges des rêveurs, c'est la discipline. La discipline est cette force invisible qui transforme un choix ponctuel en une habitude durable. C'est la capacité de répéter un effort, même lorsque l'enthousiasme a disparu, même lorsque la motivation vacille. La motivation peut être une étincelle, mais la discipline est le feu qui brûle dans la durée. Un athlète qui s'entraîne chaque matin ne le fait pas seulement quand il en a envie. Il le fait parce qu'il s'est engagé dans une routine, une discipline qui transcende ses humeurs. Un entrepreneur qui développe son projet ne le fait pas uniquement quand tout va bien, mais aussi dans les moments de doute, grâce à cette même discipline. La discipline ne se décrète pas, elle se construit. Elle commence par de petits engagements respectés qui créent une identité nouvelle. Chaque fois que l'on tient une promesse envers soi-même, on nourrit cette identité de discipline. À force de répéter, la discipline devient une seconde nature. Alors l'action ne demande plus un effort héroïque, elle devient naturelle, presque automatique. Le stratège, dans ce sens, n'est pas celui qui agit par impulsion, mais celui qui s'est forgé un cadre intérieur qui rend l'action inévitable. Mais exécuter un plan ne consiste pas seulement à agir, il faut aussi suivre, ajuster et persévérer. Beaucoup commencent avec ardeur, mais abandonnent au premier obstacle. L'action stratégique suppose une vigilance constante, suivre ses progrès, mesurer ses résultats, analyser ses erreurs et ajuster son chemin. C'est ce suivi qui transforme l'action en apprentissage et l'apprentissage en réussite durable. Sans suivi, même les meilleures actions s'évaporent dans le vide, faute de cohérence. Avec le suivi, chaque geste devient une brique solide dans l'édifice du projet. Il faut également reconnaître que l'action appelle des sacrifices. On ne peut pas tout faire à la fois. Passer de la réflexion à l'action signifie parfois abandonner certaines idées séduisantes, certains conforts immédiats, pour concentrer son énergie sur l'essentiel. L'action stratégique n'est pas dispersée, elle est focalisée. Celui qui veut tout entreprendre finit souvent par n'accomplir rien de significatif. Le stratège, au contraire, choisit ses batailles, concentre ses efforts et refuse la dispersion. C'est cette concentration qui rend ses actions puissantes et efficaces. La procrastination trouve souvent ses racines dans la peur de l'échec, mais aussi dans la peur du succès. Échouer est douloureux, mais réussir peut l'être tout autant, car le succès entraîne des responsabilités, des attentes, et parfois la perte du confort familier. Passer de la réflexion à l'action demande donc une acceptation profonde, accepter l'échec comme un maître et accepter le succès comme un poids à porter. Le stratège embrasse ces deux réalités et avance malgré elles, car il sait que l'inaction est le plus grand des échecs. Dans l'histoire, les grandes victoires appartiennent toujours à ceux qui ont osé exécuter, même imparfaitement. Christophe Colomb n'avait pas toutes les cartes, mais il a pris la mer. Les pionniers de la science n'avaient pas toutes les réponses, mais ils ont expérimenté.
Les leaders de révolution n'avaient pas toutes les garanties, mais ils ont agi. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont seulement pensé, mais de ceux qui ont pensé puis agi. C'est cette union de la réflexion et de l'exécution qui forge la trace durable des stratèges. L'action n'est pas seulement un acte extérieur, elle est aussi une transformation intérieure. Chaque fois que l'on exécute une décision, on renforce une identité de force, de courage, de cohérence. À l'inverse, chaque fois que l'on recule devant l'action, on fragilise cette identité. Passer de la réflexion à l'action, c'est donc sculpter son propre caractère, devenir la personne qui ne se contente pas de rêver, mais qui ose bâtir. Enfin, il est crucial de rappeler que l'action stratégique ne se fait pas en solitaire. Elle s'appuie sur des réseaux, sur des alliés, sur des collaborations. Exécuter un plan peut demander de déléguer, de s'entourer, d'apprendre des autres. Celui qui agit seul peut avancer vite, mais celui qui agit avec d'autres avance loin. Transformer une vision en réalité est souvent un effort collectif, et le stratège sait reconnaître la valeur des alliances pour renforcer son action. Ainsi, passer de la réflexion à l'action est l'étape décisive où la stratégie cesse d'être un concept abstrait pour devenir une force vivante. C'est l'art de surmonter la procrastination par le courage, de transformer les plans en gestes concrets, d'entretenir la discipline pour durer et de suivre ses pas pour progresser. C'est comprendre que l'action, même imparfaite, vaut mieux que l'inaction parfaite. Car au fond, le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui transforment leurs pensées en œuvres visibles, à ceux qui choisissent de bâtir plutôt que d'attendre. L'adaptabilité dans un monde changeant. L'histoire humaine est jalonnée de bouleversements inattendus, de crises soudaines et de mutations qui redessinent les contours de la réalité. Dans ce flux incessant de transformation, une qualité a toujours distingué les grands stratèges des esprits ordinaires, l'adaptabilité. Être adaptable, ce n'est pas seulement survivre, c'est transformer l'imprévu en tremplin, le chaos en opportunité, l'inattendu en avantage. La pensée stratégique, aussi brillante soit-elle, se condamne à l'échec si elle demeure rigide et incapable de s'ajuster. Dans un monde en perpétuelle évolution, où la vitesse du changement dépasse parfois notre capacité de compréhension, la flexibilité devient une arme essentielle, peut-être la plus importante de toutes. La stratégie classique enseignait déjà cette vérité. Dans l'Antiquité, les généraux savaient qu'aucun plan de bataille ne survit intact au premier contact avec l'ennemi. La réalité a toujours cette manière implacable de bousculer les préparations méticuleuses et de rappeler que l'incertitude fait partie du jeu. C'est pourquoi les esprits brillants ne cherchent pas à figer leurs plans dans le marbre, mais à cultiver une capacité intérieure de réajustement constant. Ils comprennent que la vraie force n'est pas la rigidité, mais la souplesse, comme le roseau qui plie sous la tempête mais ne rompt pas, contrairement au chêne qui, malgré sa grandeur, finit par être déraciné. L'adaptabilité exige d'abord une attitude mentale particulière. Celui qui s'attache trop à ses habitudes, à ses certitudes et à ses schémas figés s'expose inévitablement à être dépassé. L'illusion du contrôle permanent est un piège dangereux. On croit pouvoir maîtriser chaque variable, verrouiller chaque possibilité, mais la vie se charge toujours de nous rappeler qu'un seul événement imprévisible peut tout bouleverser. L'esprit stratégique refuse donc de s'enfermer dans des plans rigides. Il conçoit des scénarios multiples, il anticipe l'imprévu, et surtout, il cultive une souplesse intérieure qui lui permet de redessiner la carte à mesure que le terrain change. L'adaptabilité, c'est aussi l'art d'accepter sans résistance inutile ce qui ne peut être changé. L'histoire nous montre que ceux qui refusent obstinément de voir la réalité telle qu'elle est, qui s'accrochent à des modèles dépassés, finissent engloutis par la vague du changement. De grandes puissances économiques ont décliné simplement parce qu'elles n'ont pas su ajuster leurs méthodes aux nouvelles réalités du marché. Des empires se sont effondrés pour avoir cru que leur gloire passée suffisait à les protéger du futur. À l'inverse, ceux qui ont embrassé le changement avec lucidité et courage ont souvent su renaître plus forts encore. La flexibilité n'implique pas la faiblesse, mais une force intérieure particulière, celle de ne pas s'identifier à une seule voie, un seul modèle, une seule vérité.
Elle demande une forme d'humilité, car s'adapter revient à reconnaître que nous n'avons pas toujours raison, que nos plans peuvent être imparfaits, que le monde a toujours plus de complexité que nos calculs. L'orgueil, lui, refuse d'admettre l'erreur et s'entête à poursuivre une route devenue stérile. Mais l'esprit stratégique, lui, ne se laisse jamais enchaîner par son ego. Il sait reculer pour mieux avancer, plier pour mieux triompher, réorienter sa marche au lieu de s'épuiser dans des combats inutiles. Dans la vie personnelle comme dans les affaires, les exemples abondent. De grands entrepreneurs ont bâti leur succès, non pas parce qu'ils avaient prévu chaque détail à l'avance, mais parce qu'ils ont su pivoter au moment opportun. Des inventions qui ont révolutionné le monde sont souvent nées d'erreurs initiales, transformées en découvertes par des esprits ouverts et réactifs. Ce n'est pas l'erreur qui condamne, mais l'incapacité à en tirer profit. L'adaptabilité fait de chaque échec une école, de chaque imprévu une ressource. Être adaptable, c'est aussi savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Lorsque les circonstances changent, il faut parfois renoncer à certaines méthodes, à certaines habitudes, ou même à certains objectifs secondaires, pour préserver l'essence de notre mission. Le stratège apprend à prioriser, à garder son regard fixé sur ce qui compte vraiment, tout en ajustant le chemin pour y parvenir. C'est cette clarté de vision combinée à la souplesse des moyens qui permet de naviguer dans les tempêtes sans perdre le cap. Un autre aspect de l'adaptabilité réside dans la rapidité d'exécution. Le monde change vite, et celui qui tarde à réagir se retrouve dépassé. Le stratège agile n'attend pas que tout soit parfaitement clair pour agir. Il ajuste ses décisions en temps réel, il avance par itération, il teste, il rectifie. Sa force n'est pas de tout savoir à l'avance, mais de savoir apprendre plus vite que les autres, et de réagir avec une fluidité qui déstabilise ceux qui restent figés. La flexibilité stratégique exige également une forme de calme intérieur, car pour s'adapter, il faut être capable de regarder lucidement la situation sans se laisser emporter par la panique ou la frustration. L'esprit agité, prisonnier de ses émotions, s'accroche à ses habitudes comme à une bouée. L'esprit serein, lui, sait que chaque transformation, aussi brutale soit-elle, cache une opportunité d'évolution. Il conserve sa maîtrise, observe avec clarté et trouve dans le mouvement même du monde la source de sa force. L'adaptabilité n'est donc pas seulement une technique, c'est un état d'esprit, presque une philosophie. Elle implique une alliance entre lucidité et souplesse, entre vision et pragmatisme, entre courage et humilité. C'est ce qui fait dire à de nombreux penseurs que dans l'art de la stratégie, la flexibilité est la plus haute forme d'intelligence. Car celui qui sait s'adapter ne craint plus les tempêtes. Il apprend à naviguer avec elles, à utiliser leur énergie au lieu de la subir. Dans ce monde en constante mutation, où les crises surgissent sans prévenir et où les certitudes d'hier deviennent les illusions d'aujourd'hui, la vraie force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la fluidité. Les grands stratèges de l'histoire l'ont démontré à maintes reprises. Ce ne sont pas les plus forts qui triomphent, mais les plus souples, les plus capables de changer de forme sans perdre leur essence, d'inventer de nouvelles voies sans renoncer à leur but. L'adaptabilité est ainsi l'arme secrète de ceux qui veulent non seulement survivre, mais prospérer, transformer chaque tournant inattendu en chemin vers une victoire nouvelle. Influence et persuasion stratégique. La stratégie ne se limite pas au calcul froid, aux plans soigneusement alignés et aux décisions rationnelles. Elle prend toute sa dimension lorsqu'elle interagit avec les êtres humains, avec leurs émotions, leurs désirs, leurs peurs et leurs aspirations. L'influence et la persuasion constituent alors des armes invisibles mais redoutables, capables de transformer une idée isolée en un mouvement collectif, un projet fragile en une réalité solide, une vision personnelle en une œuvre universelle. Dans un monde où la communication est devenue instantanée et où les opinions se forment en un clic, comprendre et maîtriser l'art de l'influence stratégique est non seulement un avantage, mais une nécessité vitale. À travers l'histoire, les grands stratèges ne se sont jamais contentés de décider pour eux-mêmes. Ils ont su rallier les autres à leur cause.
Alexandre le Grand n'aurait pas conquis le monde connu s'il n'avait pas inspiré ses soldats à marcher des milliers de kilomètres loin de leur terre natale. Nelson Mandela n'aurait pas transformé la lutte contre l'apartheid en victoire sans sa capacité à parler au cœur de ses adversaires autant qu'à celui de son peuple. Steve Jobs n'aurait pas révolutionné la technologie sans sa faculté à enflammer l'imagination du grand public. La stratégie, sans influence, reste lettre morte. Avec l'influence, elle devient un mouvement capable de changer la trajectoire du monde. Mais qu'est-ce qu'influencer réellement? Ce n'est pas manipuler, ni tromper, ni imposer sa volonté par la force. L'influence stratégique se distingue par son ancrage dans la légitimité et la vision. Elle commence par une clarté intérieure, savoir ce que l'on veut, pourquoi on le veut, et comment cela sert non seulement nos propres intérêts, mais aussi ceux des autres. C'est en reliant une cause personnelle à une cause collective que l'on touche les cœurs et que l'on rallie les esprits. L'influence, dans sa dimension stratégique, repose sur la compréhension profonde des besoins humains. Chaque être humain cherche, consciemment ou inconsciemment, 3 choses: la sécurité, la reconnaissance et un sens à sa vie. Celui qui sait parler à ces 3 dimensions détient une puissance d'attraction immense. Offrir la sécurité, c'est montrer que votre projet, votre vision ou votre décision réduira les incertitudes et apportera un avenir plus stable. Offrir la reconnaissance, c'est valoriser chaque individu, lui donner une place unique et un rôle essentiel dans l'aventure collective. Offrir du sens, enfin, c'est donner aux actions une portée qui dépasse l'individu et s'inscrit dans quelque chose de plus grand que lui. La persuasion, elle, va plus loin encore. Elle n'est pas seulement l'art de convaincre, mais l'art de faire ressentir. On peut gagner un débat par la logique, mais on ne rallie les foules que par l'émotion. Les stratèges qui ont marqué l'histoire ont toujours compris que les arguments rationnels ne suffisaient pas. Churchill, dans ses discours de guerre, ne se contentait pas d'énumérer les raisons de résister. Il peignait une image vive, presque poétique, d'un peuple debout, indomptable, prêt à défendre sa liberté à tout prix. Martin Luther King, dans son fameux « I have a dream », n'a pas seulement parlé d'égalité devant la loi, il a fait vibrer les âmes avec une vision d'un avenir où les enfants noirs et blancs joueraient ensemble, dans un monde débarrassé des chaînes de la haine. La persuasion stratégique ne consiste pas à écraser les objections, mais à transformer la perception. Un bon stratège ne cherche pas à vaincre l'autre dans une discussion, mais à l'emmener avec lui sur un terrain commun. Cela exige de l'écoute, une écoute réelle, patiente, qui permet de comprendre les peurs, les résistances, les attentes de l'autre. C'est en reformulant ces craintes et en montrant qu'elles sont prises en compte que l'on peut ensuite les dissoudre. Dans la pratique, l'influence et la persuasion exigent des compétences multiples. La maîtrise des récits, la force des symboles, l'usage précis du langage et la cohérence entre les paroles et les actes. Le récit est la structure invisible qui donne forme aux idées. Une vision sans récit reste abstraite. Un récit bien construit transforme cette vision en aventure dans laquelle chacun veut jouer un rôle. Les symboles, eux, condensent en une image ce qu'il serait trop long d'expliquer avec des mots. Le drapeau, l'emblème, la métaphore puissante sont autant de catalyseurs d'émotion et de cohésion. Quant au langage, il agit comme un scalpel. Il peut blesser ou guérir, diviser ou unir, éteindre ou rallumer une flamme intérieure. Enfin, la cohérence est ce qui donne à l'influence sa crédibilité ultime, sans alignement entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Toute persuasion s'effondre comme un château de sable. Un leader stratégique sait aussi que l'influence ne se mesure pas seulement à court terme. Ce n'est pas un feu de paille destiné à séduire momentanément. C'est une construction patiente qui demande constance et authenticité. Chaque geste, chaque parole, chaque décision vient renforcer ou affaiblir le capital de confiance que l'on détient auprès des autres. Plus ce capital est solide, plus les moments de persuasion deviennent naturels, presque inévitables. L'art de rallier les autres à sa vision implique enfin une dimension essentielle,
le courage. Car proposer une vision nouvelle, inviter d'autres à y croire et à s'y engager, c'est toujours se heurter à la résistance, aux critiques, parfois même au ridicule. Ceux qui influencent vraiment ne sont pas ceux qui cherchent à plaire, mais ceux qui osent incarner leurs convictions même face à l'opposition. La persuasion stratégique n'est pas une quête de popularité, c'est une affirmation de vérité intérieure partagée avec suffisamment de force pour qu'elle devienne contagieuse. Prenons un exemple concret, un entrepreneur qui lance une innovation radicale. Sans influence stratégique, il se heurte au scepticisme, au refus des investisseurs, à l'indifférence des clients. Mais s'il sait raconter son histoire, montrer en quoi son produit répond non seulement à un besoin technique, mais aussi à une aspiration profonde, s'il fait en sorte que chaque partenaire se sente indispensable à cette révolution, alors peu à peu les résistances tombent. Ce qui semblait une folie devient une évidence. Ou encore un dirigeant politique face à une réforme impopulaire. S'il impose brutalement, il se crée des ennemis et nourrit la rébellion. Mais s'il explique, s'il écoute, s'il admet les peurs tout en traçant une vision claire et inspirante de l'avenir, il transforme l'opposition en adhésion. Là où beaucoup voient une contrainte, il fait émerger une opportunité. Dans nos vies personnelles aussi, l'influence stratégique joue un rôle permanent. Convaincre un enfant de persévérer dans ses études, inspirer une équipe de travail à aller au-delà de ses limites, encourager un proche à croire en ses propres capacités, ce sont là des actes de persuasion quotidienne qui façonnent les relations et ouvrent des horizons. La clé n'est jamais dans la domination, mais dans l'inspiration. En fin de compte, l'influence et la persuasion stratégique reposent sur un équilibre subtil entre raison et émotion, entre clarté et écoute, entre conviction et adaptabilité. Celui qui maîtrise cet art ne cherche pas à dominer, mais à unir. Il ne cherche pas à imposer, mais à rallier. Il ne cherche pas à briller seul, mais à faire rayonner une vision collective. C'est ainsi que naissent les grands mouvements, les transformations durables, les révolutions intérieures comme sociales. La résilience stratégique. La stratégie ne s'arrête pas à la victoire. Elle se joue aussi dans la défaite, dans ces moments où les plans les mieux conçus se heurtent à la réalité imprévisible. L'échec est une composante inévitable de tout chemin ambitieux, et c'est dans la manière de l'affronter que se distingue le véritable stratège. Celui qui fuit ses échecs ou qui s'y abandonne devient prisonnier des circonstances. Celui qui les transforme en leçons et en leviers devient invincible, non pas parce qu'il ne tombe jamais, mais parce qu'il se relève toujours avec plus de force, plus de sagesse et plus de lucidité. Voilà l'essence de la résilience stratégique. L'histoire humaine est jalonnée d'exemples où l'échec a façonné la grandeur. Thomas Edison a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Chaque tentative ratée n'était pas pour lui une défaite, mais une étape vers la découverte. Nelson Mandela, emprisonné 27 ans, aurait pu se briser dans les murs froids de sa cellule. Pourtant, il en est sorti non pas brisé mais grandi, avec une vision encore plus claire et une force intérieure qui ont fait de lui un symbole universel de liberté et de pardon. Plus près de nous, les entrepreneurs qui ont bâti des empires technologiques ont presque tous connu des faillites, des rejets, des humiliations. Leur succès n'est pas né de leur intelligence seule, mais de leur résilience. Être stratège, c'est donc comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais une étape dans un processus plus vaste. Chaque revers est porteur d'enseignements invisibles pour celui qui accepte de le regarder avec honnêteté. L'échec agit comme un miroir qui révèle nos angles morts, nos illusions, nos excès de confiance ou nos négligences. Mais ce miroir, loin d'être une condamnation, est un guide pour ajuster, affiner, réorienter. Le stratège qui pratique la résilience transforme ses cicatrices en cartes de navigation. La résilience stratégique ne se réduit pas à la patience ou à la persévérance. Elle est une alchimie intérieure entre endurance, adaptation et vision. Endurance, car il faut la force d'avancer quand tout semble s'écrouler. Adaptation, car il faut la souplesse de changer de méthode sans perdre de vue le but. Vision, enfin,
car sans une étoile fixe au loin, la résilience s'épuise dans l'errance. Celui qui endure sans vision s'use, celui qui endure avec vision se renforce. La résilience s'incarne aussi dans le rapport au temps. Un échec, pris isolément, paraît immense. Mais replacé dans la durée, il devient une simple étape d'un parcours. Les grands stratèges savent élargir leur horizon temporel. Ils refusent de se définir par un échec ponctuel. Ils savent que la vie est un jeu de longues parties et qu'une défaite aujourd'hui peut préparer une victoire demain. C'est cette capacité à relativiser, à respirer au milieu de la tempête, qui empêche l'échec de devenir une prison. Il existe une autre dimension de la résilience stratégique, la capacité à trouver du sens dans la douleur. Les obstacles, les épreuves, les échecs ne sont pas seulement des accidents à corriger. Ils sont des occasions de croissance, des révélateurs de profondeur. Sans eux, nous restons en surface. Avec eux, nous découvrons notre véritable force. Les stratèges qui inspirent ne sont pas ceux qui ont toujours gagné, mais ceux qui ont souffert, qui ont échoué, et qui ont su transformer ces expériences en source de lumière pour eux-mêmes et pour les autres. Dans la pratique quotidienne, développer la résilience stratégique exige plusieurs attitudes. La première est l'acceptation lucide, reconnaître l'échec sans s'enliser dans le déni. La seconde est l'analyse, comprendre ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. La troisième est l'ajustement, décider de ce qu'il faut changer, améliorer, abandonner ou renforcer. Enfin, la quatrième est la projection, reprendre la marche vers l'avenir avec une confiance renouvelée. Chacune de ces étapes est essentielle, et ensemble elles transforment la défaite en tremplin. Un exemple frappant nous vient du monde de l'entreprise. Howard Schultz, le fondateur de Starbucks. Son rêve de café mondial a été rejeté par des dizaines d'investisseurs, mais il n'a jamais abandonné. Chaque refus l'a poussé à perfectionner son discours, à affiner sa vision, jusqu'à ce qu'enfin un groupe croie en lui. Ce n'est pas le café qui a changé, c'est sa résilience qui a transformé l'impossible en réalité. La résilience stratégique est donc plus qu'une qualité personnelle, c'est une arme. Elle donne aux stratèges une supériorité invisible sur ses adversaires, car face à un homme ou une femme qui ne renonce jamais, les obstacles deviennent impuissants, les attaques perdent leur force, les revers ne font que retarder l'inévitable réussite. La résilience rend invulnérable non pas parce qu'elle empêche de souffrir, mais parce qu'elle donne la certitude que la souffrance ne sera jamais le dernier mot. Après ce voyage à travers les principes de la pensée stratégique, il est temps de rassembler les fils. Nous avons vu que tout commence par une vision, cette image intérieure qui éclaire le chemin et donne un sens aux efforts. Nous avons compris l'importance de l'anticipation, cet art de voir plus loin que l'événement immédiat. Nous avons exploré la pensée critique, arme précieuse pour discerner les illusions et accéder à la lucidité. Nous avons appris que la réflexion doit toujours se prolonger dans l'action, car une stratégie sans exécution reste un rêve inachevé. Nous avons découvert la flexibilité, cette capacité à se réinventer au milieu du changement. Nous avons contemplé la puissance de l'influence et de la persuasion, force qui transforme une idée individuelle en mouvement collectif. Et enfin, nous avons plongé dans la résilience, ultime bouclier qui permet de transformer les échecs en victoires différées. Ces principes ne sont pas réservés aux généraux, aux chefs d'entreprise ou aux grands stratèges historiques. Ils appartiennent à chacun de nous, car chaque jour est une bataille, qu'il s'agisse de prendre une décision importante, de guider une famille, de bâtir un projet, de surmonter une difficulté ou de poursuivre un rêve. La stratégie est une manière de vivre, une manière de penser et d'agir qui transforme les obstacles en opportunités et les incertitudes en chemin clair. Alors, souvenez-vous, la vision vous guide, l'anticipation vous protège, la pensée critique vous éclaire, l'action vous propulse, la flexibilité vous adapte, l'influence vous rallie et la résilience vous rend invincible. Avec ces armes, chaque défi peut devenir un tremplin, chaque échec une leçon, chaque victoire une étape vers un horizon plus grand. La stratégie, au fond, n'est pas une science froide, mais un art de vivre avec courage, lucidité et inspiration. Et cet art est entre vos mains.
À vous de l'incarner, à vous de l'appliquer, à vous de transformer vos jours ordinaires en victoires extraordinaires. Si ce livre vous a ouvert des perspectives, sachez que ce n'est qu'un commencement. D'autres œuvres rares et puissantes vous attendent, prêtes à vous révéler de nouveaux trésors de sagesse et de force. Continuez d'explorer, continuez d'apprendre, continuez d'avancer. Car la véritable stratégie, celle qui change une vie, ne s'arrête jamais.